Avez-vous une information sur les suites de vos interpellations? Combien de personnes ont été interpellées exactement sur la place de la Contrescarpe suite aux violences qui ont été commises ce soir-là, et ensuite comment se passe, parce que vous nous dites vous les remettez à l'officier de police judiciaire, les personnes interpellées. J'aurais voulu avoir des précisions sur justement la chaîne d'information, et si vous avez ensuite un retour ou sur le débriefing qui est fait. Effectivement, le couple en lui-même ne fait pas partie des personnes qui ont été interpellées ce soir-là. Alors, le schéma de fonctionnement s'agissant des interpellations en maintien de l'ordre. En maintien de l'ordre, nous perdons notre qualification judiciaire. Ce qui fait qu'en termes d'actes, ce sont des fiches de mise à disposition qui sont rédigées, qui permettent a posteriori à l'officier de police judiciaire d'établir les faits à l'encontre de la personne interpellée et éventuellement d'auditionner le ou les fonctionnaires interpellateurs afin d'établir les faits. C'est un premier cas de figure. Nous interpellons directement les personnes en l'absence d'effectifs territoriaux présents sur les lieux. C'est nous qui assurons la gestion et nous avons l'obligation juridique d'assurer la protection de ces personnes jusqu'à leur présentation devant l'officier de police judiciaire. Le deuxième cas de figure, c'est en présence d'effectifs territorialement compétents qui prennent le relais, et en quelque sorte, là, nous, on est la main forte, si vous voulez, à cette opération d'interpellation. C'est aux effectifs territoriaux de prendre le relais et d'effectuer les démarches, et en l'occurrence, un procès-verbal de saisine ou une fiche d'interpellation, en fonction des circonstances, avant remise de la personne interpellée et sa présentation devant l'OPJ. Est-ce que vous avez le nombre de personnes qui ont été interpellées? J'ai entendu 31 personnes sur la place de la Contrescarpe ce soir-là. Pour notre part, 2 personnes ont été interpellées. Enfin, nous avons connaissance de l'interpellation de 2 personnes. Concrètement, il s'agit de la personne de sexe masculin que nous avons extraite et remise et prise en compte immédiatement par un effectif civil, et la personne de sexe féminin, interpellation à laquelle nous avons assisté, qui a été prise en compte directement ramenée par ce deuxième effectif civil. Donc 2 personnes, pour moi, interpellées place de la Contrescarpe, en tout cas, lors de la manœuvre de mon unité et au cours du contrôle de zone tenu par mon unité. Donc interpellés par vous, mais non poursuivis par les officiers ou par les civils. C'est bien ça le... Alors là, malheureusement, je ne suis pas en mesure de vous donner les suites judiciaires apportées aux interpellations que nous faisons dans ce cas-là. Je vous remercie. Monsieur Alain Touré. Oui, mon commandant, je voudrais avoir un peu des précisions sur l'ambiance de la manifestation et de la présence de ces 1200 Black Blocs. Ça me semble être quelque chose d'extraordinairement fort. Est-ce qu'on est en présence d'actes de guérilla urbaine, organisés par des gens qui ont une formation paramilitaire et qui décident d'en aller à l'affrontement avec les forces de l'ordre pour aller vers un choc maximum? Est-ce qu'il est habituel d'avoir ainsi 1200 personnes organisées? Est-ce que ces 1200 personnes sont françaises ou est-ce qu'elles relèvent, comme on l'a vu dans l'affaire de la ZAD en Bretagne,
d'individus venant de l'ensemble des régions de France ou de même d'Europe. Est-ce que, lorsque je vous dis que j'ai le sentiment que c'est une guérilla urbaine, est-ce que vous avez ce sentiment-là? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on a affaire à des émeutiers? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on a affaire à des individus qui ont décidé véritablement d'utiliser des moyens contre la République? Et à partir de ce moment-là, quels moyens? Viennent-ils avec des cocktails Molotov? Viennent-ils avec des billes des élingues avec des billes de plomb? Est-ce que les objets qui sont envoyés, ils viennent avec eux ou est-ce qu'ils les trouvent sur place? Je voudrais avoir la relation par vous-même de cela, parce que ça me semble très important pour mieux comprendre ces faits qui me semblent extraordinairement graves et qui relèvent d'une véritable insurrection. Alors, je vais vous livrer ma perception des choses en tant que chef tactique, homme de terrain, puisque je ne suis pas affecté dans un service de renseignement. Effectivement, le Black Bloc du 1er mai, c'était un regroupement très sincèrement impressionnant par la masse composée, équipé, comme je vous l'ai dit, de moyens de protection en tout genre pour en découdre avec les forces de l'ordre, équipé d'engins incendiaires et autres projectiles, cocktails Molotov et engins incendiaires, parce qu'ils sont très inventifs sur les procédés, vous savez, pour porter des coups aux forces de l'ordre. Ils sont très ingénieux. Et également, ça sera le dernier point que je pourrais vous livrer, effectivement, on a noté la présence de personnes de nationalités étrangères, de pays européens voisins, qui se mêlent à ces manifestations pour les faire dériver. On a l'impression que c'est absolument extraordinaire qu'il n'y ait pas eu plus de blessés. Quand on voit deux forces pareilles, puisqu'ils s'entraînent, ces gens-là, ils viennent pas comme ça par hasard, je suppose qu'ils sont organisés, structurés, et qu'il n'y ait pas eu des blessés plus graves. Il y en a qui ont été, vous l'avez indiqué, blessés, mais ça reste dans un domaine léger par rapport au risque colossal que ça pourrait avoir. Est-ce que c'est véritablement dû à la chance ou bien alors à l'extraordinaire professionnalisme de vos troupes qu'il n'y ait pas eu des blessés plus graves? Alors, nous avons tenu compte des éléments passés, donc on a un peu maintenant de recul face à leurs procédés. Donc, le 1er mai, nous avons déployé tout d'abord les engins lanceurs d'eau qui ont permis de garder à distance le Black Bloc, donc hors portée de nuire directement, même si quelques engins incendiaires et cocktails Molotov ne sont pas tombés loin de nos lignes. Donc les engins lanceurs d'eau ont constitué un premier avantage. Les moyens d'appui, que sont bien évidemment les grenades lacrymogènes, puisque dans mon bilan, rien que pour mon unité, sur le boulevard de l'hôpital, 60 grenades ont été lancées pour justement maintenir à distance et déstabiliser le Black Bloc. Et puis, je l'avais dit en mon propos liminaire, on a inscrit le dispositif dans une dynamique, ce qui fait que on a gardé toujours l'initiative sur l'événement. Et puis, c'est notre boulot, on s'entraîne pour ça, on est équipé pour ça. Ce sont des automatismes collectifs, sans cesse répétés. On a un lourd dispositif de formation collectif, parce que les CRS, c'est pas une succession d'individualités, c'est un groupe qui a l'habitude de travailler ensemble avec un rôle déterminé pour chacun dans l'organisation. 2 sections de protection et d'intervention, 2 sections d'appui à la manœuvre, dans chaque section 3 groupes, un groupe qui commande, 2 groupes un qui est plus à l'offensive, l'autre qui appuie. Enfin bon, bref, c'est toute une
un orchestre, une musique qui s'entraîne et qui s'aguerrit pour faire face à ce type d'événement. Je vous remercie, Monsieur Mbaye. Oui, merci Madame la Présidente. Bien, merci mon commandant. J'aimerais revenir un petit peu sur le déroulé de cette journée du 1er mai, et notamment la réunion préparatoire que vous avez évoquée en tout début de vos propos, à 13 heures précisément. Et j'aimerais savoir, à cette réunion préparatoire à laquelle vous assistiez en même temps que le commissaire divisionnaire, enfin le commissaire qui était désigné comme l'autorité civile et votre interlocuteur sur cette manifestation. Est-ce que, monsieur mon commandant, est-ce que vous avez ouvertement posé ou pas la question de savoir si sur cette manifestation, il y avait des observateurs prévus? Est-ce qu'il était dans vos prérogatives ou dans votre rôle de commandant divisionnaire de poser cette question à cette réunion préparatoire? Et puis, je reviendrai sur la question qu'a posée ou le constat qu'a pu faire ma collègue tout à l'heure sur ces deux observateurs. Est-ce que, je vous reformule la question de manière un petit peu plus directe, est-ce que ces deux personnes se sont présentées à votre commandement ou à vos hommes une fois sur le terrain? Est-ce qu'ils se sont présentés comme étant des observateurs? Alors, tout d'abord, la réunion préparatoire à laquelle j'ai assisté s'est déroulée au siège de notre délégation régionale. Bon, c'est l'organe de commandement déconcentré de la direction zonale CRS de Vélizy, déconcentré à Paris pour l'emploi des unités CRS sur la capitale et le Grand Paris. Donc nous étions en réunion et il n'y avait que les commandants d'unités CRS et le chef de Géo, le chef de groupement opérationnel, au cours de cette réunion. Bon, habituellement, on ne pose pas la question préalable de savoir si, oui ou non, il y a des observateurs sur tel événement. Lorsque ça se produit, c'est le service concerné qui présente éventuellement ces personnes en stage. À quel moment alors vous avez ou pas tenu une réunion avec le service concerné justement pour préparer cette manifestation, et à quel moment ils auraient pu vous dire si oui ou non sur cette manifestation des observateurs seraient accueillis? Comme je vous disais, la réunion s'est faite uniquement en présence des autres commandants CRS et du chef de groupement opérationnel. Donc il n'a pas été évoqué la présence d'extérieurs et d'observateurs. J'entends bien, donc est-ce à dire que il n'y a eu aucune communication entre votre unité, votre commandement et le commissaire autorité civile sur cette question-là? Est-ce qu'à un moment donné, il y a eu au moins une information qui a été partagée, puisque on est quand même sur une manifestation, et mes collègues l'ont rappelé, d'une grande importance, où votre unité a dû faire face à un certain nombre de manifestants virulents, violents. Vous-même, vous disiez que dans votre unité, vous étiez à même d'accueillir des stagiaires, et que tout était des stagiaires observateurs, et qu'au préalable, tout était organisé pour que ces observateurs soient identifiés et ne serait-ce que protégés. Moi, j'ai envie de savoir aujourd'hui, est-ce que dans la chaîne d'information, est-ce que on vous a prévenu à un moment donné ou pas que sur la manifestation, et notamment place de la Contrescarpe, des observateurs seraient présents? Donc, mon contact privilégié avec l'autorité civile s'est produit avec TI 504. À aucun moment on m'a fait part de la présence d'observateurs sur le terrain. Sur ma deuxième question, ces mêmes observateurs ne se sont pas présentés volontairement, spontanément à votre commandement une fois sur place? Absolument pas. Absolument pas. Je vous remercie. Monsieur Guillaume Vuittet. Merci Madame la Présidente. Mon commandant, évidemment, il est compliqué pour nous de nous mettre dans l'ambiance de ce qui était une opération aussi violente, et évidemment je rejoins mes collègues pour saluer l'action qui était la vôtre et celle de vos collègues à ce moment-là.
Pour autant, en effet, ce qui nous importe, c'est de savoir comment deux personnes qui n'étaient pas des policiers, on peut se retrouver en train d'agir comme des policiers sur un site particulièrement violent. C'est ça qui dépose, avec du matériel en plus, qui les fait d'ailleurs passer pour des policiers. Donc, même si vous nous l'avez déjà dit, il faudrait que vous nous confirmiez que c'est bien des personnes qui étaient déjà équipées au moment où vous arrivez sur le site de la Contrescarpe, donc qui ont été équipées par les personnels de l'APP présents avant. Est-ce que c'est bien le cas? Il y a, et puis j'aurais peut-être, je vous demande de répondre déjà à cette question-là. Ensuite, j'en aurai une ou deux derrière, si ça ne vous dérange pas. Est-ce qu'ils sont déjà équipés au moment où vous arrivez sur la place de la Contrescarpe, ces deux personnels civils qui passent pour des policiers? Bah, écoutez, quand on met en place le dispositif sur la place de la Contrescarpe, je suis avec mes 4 sections. Il y a de mémoire 2 sections. Deux sections des compagnies d'intervention de la préfecture de police sur place, pas mal d'effectifs civils. Alors est-ce que ces 2 personnes étaient présentes déjà à ce moment-là? Je ne suis pas en mesure de vous le dire. Nous, en tout état de cause, quand mes effectifs les voient s'associer à notre travail, à notre action, ils sont équipés, effectivement. Il y a en effet des images qui sont assez choquantes, en tout cas de notre point de vue, quand ces 2 personnes appréhendent, en tout cas s'adressent au couple qui sera par la suite interpellé. Il y a des images où on voit un homme qui est à terre et qui est fortement secoué, on va dire ça comme ça. Est-ce que vous avez ressenti le besoin, l'intention, est-ce que vous avez pu avoir conscience de ce qui se passait, vous, vos collègues, et vous subordonnez, ou est-ce qu'il y a eu une volonté d'intervenir pour faire en sorte de limiter ce moment qui était un moment particulièrement violent? Une fois les interpellations réalisées, l'attention des personnels s'est reportée sur la menace, pour reconstituer un dispositif cohérent et ne pas passer à côté de l'objectif assigné à notre demi-compagnie. Donc de ce fait, non, très franchement, il n'y a pas eu de volonté de quoi que ce soit, une fois les interpellations et les personnes positionnées derrière nos lignes. Est-ce que vous avez le souvenir d'avoir vu le major dont nous avons parlé tout à l'heure prendre en charge ces 2 personnels civils que vous assigniez des policiers parce que leur équipement vous amenait à le faire? Est-ce que vous avez le souvenir de l'avoir vu à proximité, visiblement être avec eux? Non, de toute façon, je n'avais pas spécifiquement remarqué ces 2 personnels civils plus que d'autres. Voilà, ça allait, ça venait, nous étions là, il y avait des effectifs de la préfecture de police, voilà, c'était des fonctionnaires parmi tant d'autres, et je n'ai rien remarqué de particulier. Je vous remercie, Madame Nicole Dubré-Chirat. Merci, commandant, des informations que vous nous apportez et des actions de maintien de l'ordre que vous menez avec vos hommes au quotidien. Je voudrais revenir et compléter les questions de mes collègues précédemment sur la prise en charge d'un observateur. Vous nous avez bien expliqué que vous-même, quand vous acceptiez un observateur, vous l'équipiez, vous lui mettiez quelqu'un en binôme et vous évitiez de l'exposer ou de le soustraire. Visiblement là, ça n'était pas tout à fait la même situation pour la police, et vous n'étiez pas informé de leur présence. Quels moyens avez-vous, vous, de distinguer une personne qui serait en situation d'observation ou d'encadrement, plus ou moins connue, dans cette situation-là, par rapport à quelqu'un qui serait en situation d'être un imposteur et qui serait équipé de la même façon? Quelle est la possibilité de distinguer les choses? Et au vu de cet événement, est-ce que vous envisagez une réorganisation par rapport à l'accueil d'observateurs nouveaux, que ce soit auprès de vous ou dans la police, de façon à éviter ce genre de problème? Alors, l'équipement et
la signalisation d'observateurs en stage dans nos formations, dans la police en général, c'est pas quelque chose de normé. Il n'y a rien de prévu a priori pour identifier d'une quelconque façon ces personnes. Maintenant, s'il doit y avoir une réflexion, il appartiendra aux échelons supérieurs, aux échelons centraux de se poser sur cette problématique et d'envisager pourquoi pas un schéma plus performant, plus cohérent. Juste un complément, on comprend bien que dans ces situations-là, personne n'a trop le temps de repérer qui est qui, parce qu'il y a d'autres priorités d'intervention. Mais d'où la faille possible de laisser des gens sur site qui n'y ont rien à faire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter cette situation-là? C'est un sujet qui peut mériter réflexion, effectivement, et là encore, il appartiendra aux échelons supérieurs de se pencher, le cas échéant, sur la question. Mais après tout, c'est la première fois qu'un tel accident survient. Je vous remercie. La parole est à Jean Terlier. Merci Madame la Présidente. Mon commandant, on a bien compris à travers vos explications que vous n'étiez pas informé de la présence de ces observateurs sur la manifestation. On a bien compris également que ça aurait été compliqué pour vous de l'apprécier dans la mesure où il y avait au moins l'apparence donc de policiers. Je reviens un peu moi sur une question sur la chaîne de commandement. La question est très claire. Est-ce qu'on aurait dû vous prévenir de la présence de ces observateurs sur cette manifestation? On a bien compris que c'est pas quelque chose de commun sur une manifestation qui s'apparente à potentiellement des situations de dangerosité. Mais est-ce qu'on aurait dû vous prévenir de la présence de ces observateurs? Et si oui, qui aurait dû le faire? Alors, il revient au service de police accueillant des observateurs ou des stagiaires de les présenter. C'est ce qui se fait, c'est ce que nous faisons habituellement. C'est tout ce que je peux vous répondre. Mais vous nous confirmez bien qu'on aurait dû vous prévenir? Il est mieux qu'effectivement que ces personnes soient identifiées. Donc, c'est ce que nous pratiquons. Je vous remercie. Rémi Riprotte. Oui, je voulais revenir sur un point, parce que on nous a dit tout au début de cette affaire que les deux personnes interpellées, victimes, entre guillemets, des agissements de M. Benalla et de M. Kras, étaient quasiment des touristes sur la place, qui passaient par là par hasard, des gens fort aimables. Bon, vous nous dites, a priori, vous nous confirmez que c'était plutôt des gens qui étaient virulents, qui étaient dans une certaine forme d'excitation, voire qui lançaient éventuellement des projectiles, que c'était véritablement des gens qu'il fallait interpeller. Je vous confirme que les deux personnes dont vous parlez avaient été détectées plus particulièrement comme auteurs de jets de projectiles sur mes effectifs, à partir des terrasses de café, objets en verre, bouteilles, cendriers, carafes, etc. Vous aviez même indiqué tout à l'heure qu'en fait vous les avez identifiées parce que c'était celles qui ont lancé vraiment beaucoup, que ce n'était pas du tout des actes isolés. C'est ce que vous aviez indiqué précédemment pendant votre audition. Je vous confirme cela, Madame la Présidente. Madame Hélène Zanier. Merci, Madame la Présidente. Alors bien évidemment, on s'associe tous dans nos félicitations pour la gestion de cette manifestation qui était vraiment très très compliquée. D'ailleurs, je voulais un peu rebondir là-dessus. Je voulais un peu rebondir sur ce qu'étaient les blessés. J'ai cru comprendre que c'était essentiellement les forces de l'ordre qui avaient été plutôt blessées, que les dégâts étaient essentiellement matériels. Donc, ce qui prouve bien aussi que vous avez su gérer au mieux dans les circonstances qui étaient terribles et qu'on connaît tous. Alors, d'après la presse, l'homme qui avait été interpellé
aurait, pas déposé plainte, mais aurait été chez un médecin pour dire qu'il avait de fortes douleurs, mais ça au bout d'une dizaine de jours. Alors j'ai bien compris, c'est d'après la presse bien évidemment, alors j'ai bien compris la chaîne de décision, mais je voulais quand même poser la question par acquis de conscience. Est-ce que vous avez eu connaissance de plaintes, de douleurs? Est-ce que ça vous a été remonté? Plainte, douleur de cette personne juste après l'interpellation? Non, ce ne sont pas des éléments qui me sont parvenus. Absolument pas. Non. Je vous remercie. Madame Naïma Mouchou. Merci Madame la Présidente. Merci commandant de votre présence. Ma question est simple. Est-ce que vous estimez que l'intervention de Monsieur Benalla le 1er mai, place de la Contrescarpe, pour interpeller, pour mettre peut-être un terme à ce qui était en train de se passer, est-ce que cette intervention était à vos yeux légitime à ce moment-là? Je laisse le soin aux autorités judiciaires d'apprécier cette situation. Pour ma part, je ne vais pas commenter ce point si vous le permettez. Oui. Pour rebondir sur la question de ma collègue, et si on remplaçait le mot légitime par décisif, quelle serait la nature de votre réponse, s'il vous plaît? Alors là, effectivement, c'est pas tout à fait la même question. L'unité manœuvrait sans difficulté, le contrôle de zone était maintenu. Cette intervention n'a pas apporté une plus-value significative, n'a même pas apporté de plus-value au déroulement de l'opération. En revanche, comme vous procédez pas aux interpellations, vous êtes obligé, une fois que vous avez immobilisé ces deux personnes dont on sait qu'elles ont été extrêmement agressives à l'égard de vos hommes, il faut bien avoir la poursuite de cette action, et donc il faut que vous ayez des hommes à qui il faut vous remettez ces deux personnes dont vous venez d'assurer l'immobilisation et la neutralisation. Alors, l'intérêt d'intervenir en complémentarité d'effectifs civils, effectivement, c'est de pouvoir garder la cohérence du dispositif et d'immobiliser le moins d'agents possible à la gestion des interpellations. Dans ce sens-là, effectivement, à condition que ce soit bien coordonné et bien fait, le travail d'interpellation combiné à notre action, les actions d'interpellation menées par des effectifs civils combinés à notre action peut apporter une plus-value. Ça a permis la neutralisation des deux individus qui étaient manifestement les plus, en tout cas ceux que vous aviez repérés comme étant les plus actifs sur cette zone à ce moment-là. Donc on voit bien la complémentarité entre les différentes actions. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Monsieur Jean-François Eliaou. Oui, merci Madame la Présidente pour la deuxième question. Je vais venir sur ce que vous appelez TI 504, c'est ça, le commissaire, pardon, qui semble-t-il s'appelle le commissaire Creusa, c'est ça. Connaissez-vous ce commissaire, ou aviez-vous l'habitude de travailler avec ce commissaire, cette autorité civile? Et de la même façon, avez-vous l'habitude de travailler avec le major Mizerski lorsque vous intervenez sur le territoire de Paris? Alors, s'agissant du major, c'est un visage qui m'est familier pour le croiser lorsqu'il y a des réunions préparatoires à la salle de commandement de la préfecture de police. En revanche, s'agissant de TI 504, donc le commissaire Creusa, c'est un TI donc de la DOPC, donc affecté au service de maintien de l'ordre. Donc j'ai travaillé à plusieurs reprises effectivement sous son autorité sur Paris.
Je vous remercie. Madame Naïma Mouchou. Oui, merci Madame la Présidente. Simplement, commandant, pour peut-être effectivement préciser mon propos, je comprends bien effectivement qu'une enquête est en cours, vous avez raison, mais est-ce que ce 1er mai, cette intervention de Monsieur Benalla vous a simplement paru normale ou anormale? C'est vraiment pour que nous puissions nous situer dans le contexte et connaître un petit peu l'état d'esprit de ceux qui étaient sur place. Sur place, pour nous, il s'agissait de l'action d'un fonctionnaire de police de la préfecture de police commettant une interpellation sur des individus clairement ciblés comme auteurs de jets de projectiles. Donc ça ne nous est pas apparu comme anormal. Je vous remercie. Monsieur Thomas Rudigoz. Oui, une courte question, mon commandant, qui est un peu en lien avec la première question que je vous avais posée quand je vous avais parlé de débriefing. Existe-t-il un procès verbal de votre intervention? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites habituellement sur ce type d'intervention? Et si ce procès verbal existe, est-ce qu'il pourra être communiqué à la commission des lois, s'il vous plaît? Alors, à l'issue d'un service d'ordre public, nous établissons ce que l'on appelle le compte-rendu de service. C'est un télégramme adressé à notre chaîne hiérarchique qui relate le déroulement des faits, le bilan et un certain nombre d'autres points plus administratifs. Ce document, à ma connaissance, a été sollicité pour la procédure judiciaire. Je vous remercie. Donc, je pense que nous en avons terminé. Commandant Leleu, nous vous remercions pour la précision de vos réponses